De retour dans la tranche info, place maintenant au focus. Nous sommes jeudi, nous allons donc parler anthropologie noire avec notre expert des humanités classiques africaines, le professeur Niosere Kalala Omotunde. Bonsoir professeur. Bonsoir. Et aujourd'hui donc nous allons voir l'histoire de l'astronomie. Oui, je trouve important de raconter comme ça la réalité de l'histoire de l'astronomie telle qu'elle est contée aux jeunes générations dans les académies, parce que cette histoire, elle est très étrange quant au fond. On a l'impression que, c'est même plus qu'une impression, les Occidentaux font du faux et de l'usage de faux. C'est-à-dire, ils racontent une histoire dans laquelle ils n'ont pas eu grand-chose à faire, mais on a l'impression qu'ils sont l'alpha et l'oméga de cette affaire, et les réalités des sources sont niées. C'est-à-dire qu'il y a une façon de raconter l'histoire en Europe qui est très étrange. C'est-à-dire on a une difficulté à dire un minimum de vérité. C'est ça qui est la réalité. Quand Cheikh Anta Diop parlait d'eurocentrisme, il parlait de ça. C'est-à-dire qu'on trafique la réalité des sources archéologiques et la réalité des sources qui sont les testaments des Grecs anciens. C'est-à-dire si on s'appuie sur les Grecs anciens, parlons de leurs testaments. Moi, j'ai écrit un ouvrage, L'Afrique noire, initiatrice des législateurs antiques. L'Afrique noire, initiatrice des législateurs antiques, pour montrer comment les Grecs ont toujours avoué que l'Afrique noire de la période pharaonique était la source de leur savoir dans tous les domaines. Et que les grands savants qu'ils ont eus, ils le disent eux-mêmes, n'étaient que les élèves des scientifiques de l'Afrique de l'Antiquité. Maintenant, ce qui est très étrange, c'est que l'histoire est racontée, on passe au-dessus de l'Afrique et on ne tient pas compte de l'apport important que l'Afrique a eu, parce que les 3 pyramides orientées de façon astronomique selon les 4 points cardinaux, c'est quand même sur le continent africain, c'est pas en Mésopotamie. Vous voyez, c'est pas en Grèce. C'est-à-dire qu'il y a quand même une réalité, c'est que la chose a commencé là. Et quand on voit le discours est très étrange. Alors c'est pour ça que si le premier document est calé, ça peut être intéressant de regarder ce premier document, parce que vraiment, on a alors là, un aéropage de tout ce qui se dit à ce sujet. Et c'est important de regarder. On part pour le premier document. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, Platon avait compris que la Terre ainsi que les autres planètes étaient sphériques. Il la place alors au centre de l'univers, et comme Pythagore, évoque une harmonie de sphères. Hélas, si le mouvement de la Lune et du Soleil sont cohérents avec ce point de vue, il en va autrement du mouvement des autres planètes. 50 ans plus tard, Aristote, qui garde l'idée de la Terre en position centrale, conçoit un système de sphères emboîtées les unes dans les autres. Le tout lui permet d'expliquer ces irrégularités et de prédire les mouvements des planètes. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Aristarque de Samos, astronome et mathématicien grec, évoque pour la première fois le système héliocentrique. Au IIe siècle après Jésus-Christ, Ptolémée rassemble ses observations et ses calculs sur les mouvements des planètes. Ils nous sont alors parvenus dans une série de livres nommés l'Almageste. De nombreuses questions restent sans réponse, essentiellement à cause du système géocentrique, qui se trouve être erroné. Mais il s'agit bien là d'une œuvre rassemblant une grande quantité de connaissances astronomiques de l'époque. Il faudra attendre le XVIe siècle et la venue de Copernic pour que ce modèle soit à nouveau évoqué. Ce sont ces observations de la Lune qui feront douter Nicolas Copernic du système géocentrique. En positionnant le Soleil au centre de son univers, il démontre mathématiquement le mouvement des planètes ainsi que le phénomène céleste. Craignant l'hostilité de l'Église, il retarde la parution de ses recherches. Ses idées vont inspirer de grands esprits scientifiques tels que Kepler, Léonard de Vinci ou Galilée. Au début du XVIIe siècle, Kepler énoncera les lois qui portent son nom et qui établissent le caractère elliptique des orbites planétaires. C'est également au XVIIe siècle qu'on invente la lunette astronomique, permettant à Galilée d'observer les satellites de Jupiter. Hélas, à l'époque de l'Inquisition, Galilée doit abjurer sous la pression de l'Église, qui ne conçoit pas que la Terre ne soit pas le centre de l'univers. Il faudra attendre le XIXe siècle pour que l'Église admette enfin l'idée que la Terre soit en orbite autour du Soleil. En 1668, Isaac Newton décide d'utiliser des miroirs à la place des lentilles de verre et invente le télescope. Il pourra dès lors confirmer les lois de Kepler avec des observations plus précises du ciel. Il ne tient qu'à nous de faire en sorte que l'humanité puisse prospérer afin de découvrir toujours plus de nouvelles et excitantes informations. Alors, petite parenthèse, ils parlent de Pythagore. Justement, vous nous aviez appris que Pythagore n'était que l'élève de Yamessou, finalement. Voilà. Et ils tiennent leur théorie des élèves. Voilà, c'est-à-dire que, en fait, la problématique de fond, c'est qu'il y a un cadre déontologique de ce qu'on appelle la recherche. C'est-à-dire qu'il faut comprendre la chose.
Nous sommes sur des observations astronomiques. Vous avez des phénomènes qui sont certes cycliques, mais la durée est longue. Le levier héliaque de l'étoile Sirius, oui, hein, le cycle c'est 1460 ans. Aucun être humain ne vit 1460 ans. Bon. Une comète, si vous en avez vu une dans votre vie, vous n'allez pas en voir une deuxième. Donc les cycles sont vraiment très longs. Donc, ce qui veut dire, et il faut comprendre la chose, pourquoi les Égyptiens, donc les anciens, sont crédibles et pourquoi les autres ne le sont pas. Il y a eu des corporations de prêtres astronomes qui ont duré des millénaires en Afrique. Il n'y a pas de classe de prêtres astronomes ou d'astronomes dans la Grèce antique. D'accord ? Le pouvoir en place était même contre l'intrusion d'un savoir qui pouvait élever la population et l'emmener à prendre conscience d'un certain nombre de réalités, notamment les réalités sociales. Parce qu'il ne faut pas oublier que la démocratie, c'est 10% de la population et encore, le reste, ça ne les concerne pas. Bon. Donc à partir de là, on vous dit que quelqu'un assis dans une pièce ou qui va observer le ciel, donc à partir de, je sais pas moi, de ses 30 ans, va faire des découvertes alors qu'il n'a pas le recul des siècles et des millénaires pour certifier. C'est un peu le vaccin du coronavirus. Non, il faut comprendre l'affaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai l'impression que si je crée un laboratoire la semaine prochaine, je peux garantir que dans une semaine, moi aussi j'ai le vaccin. Puisque manifestement, tout le monde sort le vaccin de son chapeau. Exactement. Non, mais il faut comprendre la chose. Donc, c'est-à-dire qu'on a déjà l'habitude, vous voyez, de ce genre de mécanique, de façon de faire. C'est-à-dire que les conditions de certification de faits scientifiques ne sont pas remplies ni par les Grecs, ni par les Romains. D'ailleurs, comment se fait-il, enfin, vous nous aviez déjà expliqué que la religion était donc un instrument géopolitique justement pour un peu gouverner les masses, mais comment se fait-il qu'à l'époque, finalement, la religion puisse décider de ce qu'est la science ou ce qui n'est pas de la science? Parce que nous ne sommes plus dans la spiritualité, on est dans la religion. La religion, c'est géopolitique, c'est le pouvoir en place qui gère les choses. Dans la spiritualité, c'est totalement différent. Vous savez, si vous faites le tour du monde et vous allez à la rencontre des religions, vous allez voir beaucoup de conflits sur le même territoire. Parce qu'il y a le dieu des jaunes, le dieu des oranges, le dieu des verts, voilà. Chacun voit Dieu à sa fenêtre. Bon. Mais c'est étrange, quand vous faites le tour du monde pour maintenant aller à la rencontre donc des spiritualités, il n'y a plus de conflit. Parce que, en fait, on ne voit plus Dieu à sa fenêtre, mais on le voit dans le ciel. Donc ça veut dire qu'on voit bien que la religion est le fait de civilisations colonialistes, de civilisations, je dirais, prédatrices, qui veulent contrôler les consciences et les pensées. Vous voyez, qui ne sont plus dans l'investigation de ce que Dieu a créé, mais de ce qu'on souhaite pour gouverner. Et c'est pour ça que vous avez ce phénomène-là dans les cités, dans les lieux, dans les civilisations, où on cherche à maîtriser les consciences et les savoirs des humains. Vous voyez ? Maintenant, en Afrique, le savoir est accompagné par le pouvoir en place. Au contraire, la civilisation est bâtie sur la quête scientifique. Donc, on expose des faits. Et si ce n'était pas le cas, on n'aurait jamais pu faire les pyramides, parce que, imaginez le premier qui vient avec cette idée-là, franchement, il se serait fait railler par tout le monde. Et là, vous avez une équipe de scientifiques qui vont réfléchir à la mise en place de cette réalité. L'autre chose qui est très étrange, c'est qu'on nous présente des Grecs qui auraient fait, comme les Pythagore, les Thalès et compagnie. Donc Thalès, rappelons, qui est le premier Européen intelligent, parce qu'il a étudié en Égypte, et avant ça n'existait pas. On pourrait vous dire que vous êtes dur, le premier Européen non, mais c'est eux-mêmes intelligent. Non, mais lisez Jean-François Champollion, lisez ce que les gens vous verrez. Les gens sont quand même relativement, beaucoup plus catégoriques que nous. Bon, ça, il faut le savoir. Mais la chose, c'est qu'on fait passer pour Grecs des Cananéens. D'accord ? C'est pas parce qu'on les a appelés Phéniciens qu'il n'en demeure pas moins que cette dimension de l'Asie mineure, parce qu'on raconte l'histoire du Proche-Orient comme si les Cananéens n'avaient jamais existé. Mais je peux vous montrer les vestiges des cités cananéennes, les vestiges des palais cananéens. Donc les choses sont là, mais c'est caché. Vous voyez ? Bon. Donc à partir de ce moment-là, vous avez, alors écoutez parce que c'est au-delà du réel, vous avez un document qui est fait par un mathématicien africain
du nom de Yamessu, nous sommes aux alentours de 1700 de l'ère ancienne, sur son document, qui est un traité mathématique qu'on appelle le papyrus de Rhin, vous avez tous les théorèmes de Thalès, de Pythagore, enfin, ils sont tous là. En face, vous avez des gens pour lesquels on n'a aucun document. C'est-à-dire que ni les Thalès, on n'a pas de document, en fait, en réalité. Ça n'existe pas. Et on va dire qu'ils ont fait sans pouvoir montrer un document émanant de leurs mains. Et en fait, il faut savoir une chose. Il n'y a aucun document grec, ça n'existe pas. C'est-à-dire que tout le monde... Aucun document grec. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de document grec, ça n'existe pas. D'accord ? Il faut comprendre ça. Maintenant, quand on dit que tel chercheur, par exemple Ptolémée, a fait, le document n'est pas... Le document qu'on a n'est pas issu de la main et du travail de Ptolémée. Il faut savoir que c'est des copies de copies de copies de copies de copies qui ont circulé autour donc dans le Proche-Orient, en Orient et compagnie, pour lesquelles on a ajouté beaucoup de choses. Et en bout de course, le document était en arabe. Et donc les Européens, quand ils sont venus à Tolède en Espagne pour traduire donc ces documents en latin, ils ont eu donc la traduction de l'arabe vers le latin. Et c'est après qu'ils ont mis une traduction du latin vers le grec. D'accord. C'est-à-dire qu'ils sont retournés donc sur le territoire grec, réapprendre les éléments de grec pour pouvoir mettre un manuscrit en grec. Donc on vous présente un manuscrit grec qui a été fait hier comme étant un truc qui remonte à Thalès. Non, quand même. Il faut être quand même un petit peu... Usurpation, mais de haut niveau. C'est-à-dire que c'est du grand n'importe quoi. D'accord ? Donc ça, c'est problématique. Maintenant, il y a encore une autre réalité. Alexandre le Grand, après son épopée égyptienne, décide d'aller vers l'Orient. Arrivé dans le désert, il y a une éclipse de soleil. Donc les soldats disent que « ça y est, c'est un mauvais présage, on ne veut plus avancer ». Donc ils se retrouvent coincés. Il ne peut pas avancer, l'armée a dit que c'est un mauvais présage, éclipse de soleil, ça va mal se passer. Donc ils se rendent compte qu'il faut expliquer scientifiquement aux soldats ce que c'est qu'une éclipse de soleil. Si les Grecs sont porteurs de la connaissance, qu'Alexandre le Grand on mandate un scientifique grec pour venir expliquer à ses soldats ce que c'est qu'une éclipse de soleil. Pourquoi il va chercher un prêtre égyptien ? Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que le gars, il te raconte des trucs parce que, en fait, dans sa façon de faire, il se dit que les dossiers, tu ne les connais pas. Donc, comme tu ne les connais pas, il va pouvoir te faire des tours de magie, voilà, te raconter des histoires qui sortent du chapeau, alors que, vous savez, arriver à une certitude scientifique, ça prend du temps. C'est de l'observation, mais forcément. c'est surtout des observations astronomiques. Les cycles astronomiques, c'est au-delà de la vie de l'être humain. Quand vous dites que oui, l'Afrique a abouti au calendrier de 365 jours, mais ça n'a pas pris un siècle. Le cycle de levée Iliaque, c'est 1460 ans. Et il a fallu certifier ça au moins 3, 4 fois, 5 fois avant d'être sûr qu'on avait sur le des début dizaines de milliers d'années. Voilà, on avait réajusté le calendrier. Donc, il faut comprendre ces choses-là. Bon, maintenant, on vous parle de Kepler. Parce qu'il faut comprendre une chose. Lorsque les Arabes ont présenté aux Européens les manuscrits en arabe, ils leur ont dit, vous savez, ces manuscrits-là émanaient de vos ancêtres grecs. Ils auraient pu faire comme les Occidentaux aujourd'hui, mentir, en disant, c'est nous les Arabes qui avons élaboré ça. Ils ont fait preuve d'un minimum de sincérité en disant aux Européens, voilà, il y avait une civilisation autrefois de la Grèce antique qui avait hérité des savoirs de civilisations plus anciennes africaines. Voilà leur production intellectuelle que nous avons récupérée au moment de la destruction des documents grecs. Nous avons préservé des copies en arabe. Et donc, ils vont présenter les éléments là-dessus, donc, aux Européens qui vont découvrir leur patrimoine grec. Parce qu'avant, les Européens ne se rattachaient pas aux Grecs. Pendant 8 siècles, l'Europe a ignoré complètement son passé, même près de 12 siècles. Le passé de la Grèce antique, franchement, l'Europe ne connaissait pas ça. Parce que, voilà, c'était la Rome antique, l'histoire de la Grèce antique, je ne connaissais pas ça. Mais l'arabe, qui a recopié un document, a quand même donné un minimum d'éléments sur la source. Quand l'Européen traduit, il enlève la source. Vous voyez ? Donc, à la limite, il enlève la source, il enlève même l'arabe, qui est à l'origine de la traduction et compagnie. Et finalement, on vous présente un document qui a été revu et corrigé par les scientifiques arabes, qui, quand ils ont fait leur copie, ont travaillé sur les copies et ont rajouté les éléments de leur recherche. Et on présente
Donc ces éléments-là comme étant des éléments grecs. Et la chose, c'est que l'Arabie n'a pas eu la durée qu'avait la civilisation de l'Égypte. La civilisation de l'Égypte, écoutez, tout le monde parle d'une civilisation qui a au moins 20 000 ans. Les premières habitations le long du Nil. Et je peux vous montrer des sites astronomiques en Afrique qui datent de 200 000 ans, avec des équations parfaites. Lorsqu'on présente les sites astronomiques de l'Afrique, c'est toujours en hors taxe, c'est jamais en TTC. C'est-à-dire, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire, on vous montre des choses en vous faisant croire qu'il y a 4 sites, alors que personnellement, je suis incapable de vous dire au total combien il y en a, tellement il y en a. D'accord. Vous voyez, la grande enceinte de Zimbabwe, c'est un site astronomique, tout le monde le sait. Vous voyez, réglé par rapport à la Croix du Sud. Donc, qui fait que, avec des entrées orientées nord-sud, enfin, c'est des choses extraordinaires. Quand on regarde l'enceinte du Grand Zimbabwe, qui est un château fort. Château fort construit 7 siècles avant les premiers châteaux forts européens. Bon, donc toujours est-il que, on vous parle de Kepler. On dit que Kepler a révolutionné machin. Regardez ce que Kepler a écrit dans Harmonie du monde. D'accord, dans Harmonie du monde, livre 5, Kepler écrit « Maintenant, 18 mois après la première lumière, 3 mois après le vrai jour, mais après quelques jours après le soleil, pur de cette étude, la plus merveilleuse qui a commencé à briller, rien ne me retient. Il est de mon plaisir de céder à la frénésie inspirée, il est de mon plaisir de raillerie d'homme mortel, avec la reconnaissance candide de ce que je vole comme vaisseau d'or aux Égyptiens, pour construire un tabernacle à mon Dieu d'eux, loin des frontières de l'Égypte. » D'accord. D'accord. Difficile de le faire plus clair en même temps. C'est-à-dire que, vous voyez la réalité, c'est-à-dire qu'on vous dit Newton a dit. Mais ce que Newton a dit sur l'Égypte, on cache. Einstein a fait. Mais ce qu'Einstein a dit qu'il a pris en Égypte, on cache. Ptolémée. Ptolémée était à la bibliothèque d'Alexandrie. Comment voulez-vous accorder du crédit à Ptolémée? Ptolémée a simplement traduit en grec des documents qui étaient en égyptien ancien. Et on vient dire que Ptolémée a fait la baguette, il a dit ci, il a dit ça. Mais Ptolémée, même le document, le vrai document, même de personne ne l'a. C'est un truc qui personne ne sait où c'est passé. Donc il faut comprendre qu'il y a une problématique là, qui est la manifestation de l'impuissance intellectuelle occidentale. Et c'est Nietzsche qui en parle dans la volonté de puissance. C'est-à-dire comme on affiche une volonté de puissance, mais on n'a pas les matériaux pour affirmer cette puissance, eh bien, on se vote dans l'escroquerie intellectuelle. Prenons le temps de regarder le deuxième document. Je crois que c'est Jean-Marc Baudet-Boudot, qui est astrophysicien au CEA. Regardons ce qu'il dit sur un certain nombre de choses. On est parti. Parce que quand j'ai débarqué dans ce domaine, j'étais terriblement surpris. En fait, pour vous dire, ce qu'on vous raconte de l'Égypte en général, ce sont mythes, légendes, mystères. Tout ça pour aboutir à une vision assez désagréable. Enfin, moi, dans ce que j'ai lu les choses, ça m'a paru un peu désagréable, un peu péjorative, un peu condescendante, notamment, par exemple, quand on parle de l'astronomie égyptienne. Et alors, dans un article qui s'appelle « L'astronomie ancienne égyptienne », il écrit « Le début de l'astronomie de l'ancienne Égypte nous est connu par ses applications pratiques. » Vous voyez déjà le niveau, c'est l'application pratique. Bon, ils ont fait des petits trucs un peu comme ça, pour la mesure du temps. Dans sa dernière période, donc il parle de la période ptolémaïque, dans la période grecque, de véritables textes astronomiques, là, cette fois-ci, apparaissent également, mais, il met tout de suite, ils ne peuvent être mis au compte des Égyptiens. Bon, alors nous, à chaque fois qu'on tombe là-dessus, on veut bien les croire, hein, les gens qui sont spécialistes. Mais je me dis, c'est quand même bizarre, vous voyez, tous ces monuments, etc. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors les pyramides, bon, effectivement, voici les pyramides de Gizeh, les 3 pyramides, dont la plus grande, hein, Khéops, ça fait quand même 140 mètres de haut, 5 millions de tonnes. Bon, ça, effectivement, c'est exceptionnel. Mais surtout, vous voyez qu'effectivement, ça fait 45 siècles que ça existe. Et en fait, c'est un carré. Mais un carré presque parfait. Hein. Ça a 230 mètres de côté et ça a à peu près 20 cm d'erreur sur chaque côté. Donc, c'est un carré parfait au sens de la construction. Ensuite, vous voyez les pyramides, l'orientation à quelques centièmes de degrés près, axe nord-sud, est-ouest. Le temple de Karnak, ça c'est une photographie que j'ai prise l'année dernière, le 21 décembre. Vous voyez l'axe du temple, effectivement. Vous attendez le lever du soleil. Et vous voyez, le soleil se lève exactement, le moment du solstice, effectivement, dans l'axe du temple de Karnak. Voilà, il passe exactement sous le portique. Donc, visiblement, des énormes monuments ont été alignés. Là, c'est la tombe de Ramsès VI, donc moins de 1200 avant l'ère moderne, dans la vallée des rois. Et on voit, effectivement, on a séparé le jour et la nuit. Vous voyez ici, alors vous voyez, une déesse qu'on appelle Nout, on va la voir un petit peu mieux, la déesse du ciel. Et vous voyez, il y a des 12 séparations qui marquent les 12 heures de la nuit. Et de la même façon, il y a les 12 heures du jour. Nous, en tant qu'Européens, évidemment, nous avons un dogme peut-être un peu trop présent dans notre subconscient, c'est que pour nous, les Grecs ont tout inventé.
Alors, d'une certaine façon, c'est un peu absurde. Il y avait quelque chose avant les Grecs, il y a eu quelque chose après les Grecs, mais nous, dans notre culture, c'est ça qui m'a frappé quand même quand on analyse tous ces textes, nous voulons nous raconter quelque chose comme une filiation directe avec, effectivement, la science grecque antique. Alors, bien évidemment, vous comprenez que je ne vais pas faire dire aux textes qu'ils ne disent pas. Il y a très peu de textes. Par exemple, tous les textes scientifiques grecs sont des textes bien postérieurs aux Grecs. Ils ont été retrouvés au IXe siècle. On pourrait parler d'Euclide, il reste quand même un document d'Euclide du IIIe siècle. L'Almageste, il n'y a que 2 documents du IXe siècle qui ont été retraduits de l'arabe. On n'a aucun document, on n'a pas l'équivalent du papyrus de Rhine, vraiment. On n'a pas quelque chose écrit par Archimède, qui nous aurait laissé, ou par Euclide. On a des documents qui ont voyagé, ont été traduits, ont été modifiés, ont été amendés, et qu'on a récupérés comme étant, effectivement, normalement, l'émanation de la science grecque. Et alors, on est étonné parce qu'effectivement, on lit, alors c'est difficile de le rendre avéré, puisqu'il n'y a pas vraiment, à part les auteurs latins qui nous ont raconté l'histoire, raconté des histoires, mais on lit quand même que Pythagore, Euclide, Thalès, Archimède ont tous séjourné en Égypte. L'Égypte a été grecque à partir de moins 300. Donc ils ont tous effectivement séjourné en Égypte, même avant qu'elle soit grecque, d'ailleurs ils pouvaient le faire. Et finalement, la question qu'on peut se poser, c'est qu'il ne faudrait-il pas effectivement réviser notre histoire des sciences. Alors quelqu'un que nous connaissons bien, effectivement, puisqu'il était français, et il s'agissait de Jean-François Champollion, lui a été beaucoup plus radical. Déjà à son époque, en fait, il nous disait quelque chose d'assez fort, en disant qu'une étude sérieuse dégagée de préjugés vulgaires qui, malgré l'évidence des faits et le témoignage positif des Grecs anciens eux-mêmes, tendrait à faire admettre le système de la génération spontanée des arts, des sciences et de toutes les institutions sociales sur le sol de l'ancienne Grecque, nous démontre que, comme partout ailleurs peut-être, ce pays habité d'abord par quelques hordes barbares fut successivement occupé aussi par des populations étrangères dont l'arrivée opéra de grands changements. Et il insiste, l'interprétation des monuments d'Égypte mettra encore mieux en évidence l'origine égyptienne des sciences et des principales doctrines philosophiques de la Grèce. L'école platonicienne n'est que de l'égyptianisme sorti des sanctuaires de Saïs. Ah ben ça pousse à réfléchir tout ça. Voilà, c'est-à-dire que là, on voit que on peut féliciter M. Bidot de dire quand même un minimum de vérité. D'ailleurs, Même petit s'il rappel, pourrait dire un peu plus, oui. vous aviez dit que Jean-François Champollion faisait preuve d'honnêteté intellectuelle à son époque, et que c'est son fils, justement, C'est son qui a frère. un peu, C'est son frère qui avait travesti un peu ses travaux. travesti la réalité. Il faut savoir que lorsqu'on parle de ça, c'est 1822, nous sommes à l'époque de l'esclavage. Hein. Donc il y a une découverte qui est faite. C'est-à-dire que l'Europe qui pense qu'elle a pour mission de civiliser l'humanité se rend compte qu'elle-même, elle a été civilisée par les gens qu'elle veut civiliser ou qu'elle fait semblant de civiliser. Vous voyez, donc c'est un petit peu ça. La chose, c'est comment arriver en fait à aborder l'histoire des sciences avec un minimum d'honnêteté. Et c'est chaud, hein. Clairement. Bon, c'est vraiment très, 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 très compliqué. Parce que moi, quand je suis, vous savez, dans les grandes écoles, que j'ai l'occasion de m'entretenir avec certaines personnes, je vois qu'il y a un double langage. C'est-à-dire que, vous savez, en privé, il y a une reconnaissance des faits. On ne peut pas les nier. D'accord ? Parce qu'il faut un temps de gestation pour aboutir à une certitude scientifique. Vous n'avez pas eu le temps de gestation, c'est que vous avez pris vos informations dans une autre civilisation. Tout simplement. La problématique de l'autre civilisation, c'est que ça vous donne un point d'angle. Si c'est le ciel, vous avez un point d'angle d'observation du ciel. Donc, je dirais, vous êtes obligé de passer du temps. Quand on vous dit que Platon a étudié 13 ans, là c'est Strabon qui le dit, mais 13 ans parce que les phénomènes, quand vous commencez à les étudier, il faut du temps. Ce n'est pas en 1 année, 2 années, 3 années que vous allez aboutir, même à la compréhension, quand on parle de précession des équinoxes. 2150 ans. Vous voyez ? Donc, il faut du temps pour comprendre ça. Donc, à partir de ce moment-là, ce qui se passe, puisqu'on voit les Grecs en train de discuter, est-ce que les comètes ont des queues, pas des queues. Mais quand même, on a des documents qui répertorient l'information. Maintenant, ce que je veux dire, qui est assez étrange aussi, c'est que tout le monde sait que la bibliothèque d'Alexandrie a été brûlée. Volontairement ? Volontairement, c'est-à-dire que là, vraiment, il faut savoir une chose, c'est-à-dire que l'Occident se disait, maintenant qu'on a traduit le maximum de documents en langue européenne, latine, grecque et compagnie, il faut faire disparaître, surtout pour le problème de la religion. Parce qu'il faut savoir que
on vous dit que Jésus a dit, mais c'était déjà écrit en égyptien. C'est-à-dire, c'est comme si Jésus, c'est un acteur, il a un scénario et il lit le scénario, sauf que le scénario est écrit en égyptien ancien. Et ce scénario-là était stocké à la bibliothèque d'Alexandrie. Alors après, si on veut faire croire aux gens que Jésus a dit quelque chose qui a un scoop, il faut brûler les documents. Hein. Qu'est-ce qui a fait que la stratégie a échoué? C'est parce que les anciens avaient écrit dans des tombeaux à 200 mètres sous sol, donc sous le sol, Gravé dans la pierre. Gravé dans la pierre de plusieurs tonnes, les originaux. Et c'est comme ça que la chose, en fait, ça leur a un peu explosé à la figure. Parce que les papyrus, c'était des copies, mais ce n'étaient pas les originaux, alors qu'ils pensaient que les papyrus, c'était les originaux. Vous voyez ? Voilà. Donc, au moins, je peux vous dire que là, les anciens ont pris beaucoup de précautions. Bon. Et petite question, au cas où, est-ce que le Vatican n'a pas récupéré une grande partie des documents qui étaient à Alexandrie? Non, mais la plus grande bibliothèque égyptienne se trouve au Vatican. On est d'accord. D'accord, donc là, c'est même pas la peine, c'est-à-dire tout ce qui concerne Akhenaton et compagnie. Ils ont tout récupéré. Non, ils ont tout récupéré. Même les statues. Et puis même beaucoup de personnes riches qui avaient des collections privées ont fait don de ces collections au Vatican. Donc il y a beaucoup de papyrus, beaucoup de statues, beaucoup de choses. En fait, il y a beaucoup d'éléments là, hein, vous voyez. Tout ça, c'est parce que quand vous organisez comme ça un montage, il faut cacher l'original. Donc, si vous détenez l'original, au moins vous êtes sûr qu'il ne sera pas exposé. Donc, c'est ça qui est important. Maintenant, on vous dit qu'il n'y a pas beaucoup de documents qui permettent, c'est-à-dire on a peut-être 1, 2 ou 3 documents qui permettent de se faire une idée des connaissances de l'Égypte, parce que malheureusement, alors on va tout vous dire, hein, soit ils ne se sont pas beaucoup intéressés à ça, mais rares sont les fois où on va vous dire que la bibliothèque d'Alexandrie a été brûlée. D'accord ? Donc on va considérer que les 500 000 à 1 million de documents qu'il y avait là-dedans, on va faire fi de ça dans l'histoire. D'accord ? Regardez ce que Mme Gradet dit dans le cadre de sa présentation sur l'astronomie égyptienne. Écoutez ça, c'est quand même intéressant. On part pour le 3e document. Pour le 3e document. Donc cette présentation, elle s'intitule « Le ciel de Pharaon ». Sur les vestiges égyptiens, on retrouve la mention de 90 étoiles, dont la période d'invisibilité annuelle était voisine de 70 jours, au lieu et époque considérés. Les noms de ces étoiles, leurs appellations hiéroglyphiques, on les trouve sur 100 vestiges. Parmi ces 100 vestiges, il y a 20 horloges stellaires et 80 autres listes d'étoiles qui figurent au plafond de temples et de tombes. Parmi ces horloges stellaires, on trouve l'horloge stellaire de Idi, qui date en gros de l'an 2100 avant notre ère et qui a été retrouvée à Asyut, c'est en Moyenne Égypte. Une horloge stellaire s'est constituée de 4 parties principales, ou plutôt 3. Tout d'abord, ici, une bande d'inscription hiéroglyphique, où on reconnaît les images de la déesse du ciel, Nout, qui porte le ciel pète sur ses bras. Ensuite, on a l'image de la cuisse de taureau, Meshketu, c'est la grande ours. D'ailleurs, son corps est orné de 7 étoiles brillantes, tout comme la grande ours est définie, la constellation de la grande ours est définie par 7 étoiles visibles à l'œil nu. Et ensuite viennent les images d'Orion et de Sirius, figurées sous l'aspect d'Osiris et Isis. Donc corrélation entre les étoiles et les dieux du panthéon égyptien. Ici, on a le plafond de la tombe de Senenmout à Der el-Bahari. Senenmout, c'était l'architecte de la reine Hatshepsut qui a vécu vers l'an 1450 avant notre ère. Au plafond de cette tombe, on trouve le ciel d'Égypte, scindé en 2 parties, une partie nord ici et une partie sud là. Au nord, on retrouve la constellation Meshketu, la grande ours, et ici, on trouve la constellation du dragon qui est figurée sous l'aspect d'un hippopotame auquel est adossé un crocodile. Donc d'autres petites constellations circumpolaires de part et d'autre. Ici figurent les divinités des mois lunaires et ici des cercles. Chacun de ces cercles se réfère à un mois de l'année civile égyptienne. Professeur. Voilà, donc tout ça, c'est très important parce que, vous savez, il y a des fois, on est confronté à certaines réalités dans des discussions où il faut expliquer, réexpliquer. Donc il faut être vraiment dans le cadre d'une explication. Le livre « L'Afrique noire, initiatrice des législateurs antiques », d'accord, dans lequel j'ai montré que même Confucius était noir. La statue de Confucius à Shanghai, dans la fondation Confucius, c'est un noir.
On peut le présenter chinois en utilisant Adobe Photoshop ou en prenant des dessinateurs. D'accord? Mais il n'en demeure pas moins que si vous regardez sa statue, bon, on voit bien que, en tout cas, il n'était pas chinois. Bon. La chose qui se passe, c'est que il y a une volonté de construire du nouveau. Or, moi, ce que j'ai fait, j'ai investigué l'histoire. Et l'histoire montre que les législateurs ont été en quête d'un savoir nouveau. C'est-à-dire, si on veut construire du nouveau, il faut tout simplement avoir un savoir upgradé. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait que l'Afrique a été le centre de référence de tout le monde. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas de, non, tout le monde. Il n'y a pas de référence, Non, on a franchement, tout le monde s'est dit, si je veux... Donc les législateurs, ce sont des bâtisseurs de civilisation, et ces législateurs qui ont bâti tant de civilisations, même les civilisations sémites et compagnie, ils ont considéré que l'Afrique, c'est pour ça qu'on vous dit que Moïse a étudié la sagesse et les sciences dans les temples de Pharaon, c'est-à-dire que voilà, c'est le législateur des Hébreux, mais on vous dit, attention, le savoir qu'il a, ça ne vient pas des Hébreux, ça vient de l'Égypte. Donc c'est comme ça, vous voyez, les Thalès, les Pythagore, les Platon, c'est pour ça qu'il en parle. Bonnet-Bidot. Ça veut dire que les législateurs, les Solons d'Athènes, tous ces gens-là, ils ont étudié chez nous. Comment voulez-vous effectuer un changement si vous n'avez pas un apport de connaissances nouvelles? Moi, je dis, mais les gens rêvent. Les gens rêvent. Parce que la première chose qu'il faut, c'est qu'il faut mettre en place son système de réflexion. déjà. Mais il faut s'enquérir des bâtisseurs de civilisation. C'est-à-dire, quelle est l'expérience que nous avons des grands bâtisseurs de civilisation lorsqu'ils se sont dit, mon peuple est couché ou il est à genoux, aujourd'hui, il faut que je le mette debout. Bon, quelle connaissance, quelle quête de savoir que je vais tout simplement commencer à investiguer de manière à le remettre debout. C'est pas comme ça. Moi, je vois des gens qui parlent, personne ne veut étudier rien du tout. Tout le monde considère que personne n'a fait comme ça dans l'histoire de l'humanité, bâtir une civilisation sans apport de connaissances nouvelles. Ça, il faut le savoir. Il faut être un petit peu sérieux. D'accord? Maintenant, la chose qui est très étrange, c'est qu'on entend de tout. Les Occidentaux disent que, ah oui, mais les constellations de l'Égypte, on ne les comprend pas. Pourtant, les 12 signes du zodiaque sont égyptiens. Ce sont des divinités de l'Égypte. Ça, il faut que quand quelqu'un dit qu'elle est vierge ou quand quelqu'un dit, je ne sais pas moi, qu'il est balance ou qu'il est bélier, ce sont des divinités de l'Égypte antique. Et comme l'Égypte antique, c'est la mère de toutes les civilisations, tu peux être témoin de Jéhovah, mais tu es sous la protection d'une divinité africaine, que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas. Donc, dans ce cas-là, tu ne viens pas au monde. D'accord? Parce qu'il y a 12 portes d'entrée, et chaque porte d'entrée correspond à une divinité africaine. Voilà. Donc, c'est comme ça. Au moins que les choses sont prises. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, je suis musulman, oui, mais en attendant, tu es passé par une porte africaine. Donc, tout le monde passe par des portes africaines. Mais oui, attends, tu passes par des portes africaines pour arriver sur Terre. D'accord? Donc, il faut le savoir. Et cette porte est gardée par une divinité africaine. Donc, à partir de ce moment-là, ce qui se passe et ce qui est important, c'est de voir qu'on dit, ah, on ne comprend pas la symbolique, on ne comprend pas ci, on ne comprend pas ça. Mais qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Ce qu'on veut cacher. Prenons, j'ai amené des images. Prenons une image, qui est l'image suivante, je crois, qui est une carte du ciel, hein, que tout simplement, on peut arriver à voir très simplement. Voilà, donc prenons déjà la problématique de la forme sphérique de la Terre. Vous avez entendu tout à l'heure qu'on vous dit qu'il a fallu attendre que les Grecs arrivent pour savoir que la Terre est ronde. Mais soyons quand même un peu sérieux. Diogène Laërte rapporte qu'à l'arrivée d'Alexandre le Grand, 332, les anciens Africains avaient déjà répertorié 832 éclipses de lune. D'accord? Et c'est la projection de la forme de la Terre sur la Lune. Donc, ils ont vu tout simplement l'ombre de la Terre sur la Lune, projetée par le Soleil, qui a permis aux Africains de savoir qu'ils étaient sur une boule. Il faut comprendre l'affaire, parce que tout le monde raconte tout et n'importe quoi. D'accord? Mais il n'y a pas eu de spéculation sur la base de « il se pourrait éventuellement que la Terre soit cubique, plate », enfin tout ça. Les gens ne sont pas fous. Là, on est en Afrique, on n'est pas chez les fous et les folles. On est chez des gens sérieux. D'accord? On élabore un concept, on le certifie, on le vérifie, on le valide. Ça veut dire quoi? On attend simplement l'éclipse, donc projection de la lumière de la Terre, de l'ombre de la Terre sur la Lune, on regarde. Et la forme que l'on voit de l'ombre nous donne la forme de la Terre. Tout simplement. Donc voilà comment, vous voyez, on est arrivé à déduire ces choses-là, ça. Mais ça veut dire que la notion de corps céleste, c'est des choses qu'on maîtrise. Puisque quand vous faites ça, c'est vous maîtrisez... Parce que les gens discutent de savoir, est-ce que la Terre est au milieu
de l'univers ou est-ce que c'est le Soleil ou l'univers? Il y a ce qu'on appelle le chêne. Le chêne, c'est l'univers. Au milieu du chêne, on met le disque solaire, c'est-à-dire Ra. Donc, il n'y a pas de discussion de savoir où est Ra. Est-ce que Ra est au centre ou pas au centre? C'est des discussions qu'on n'a pas eues parce qu'on considère que le Soleil, c'est Dieu. Dieu est au centre, de fait. Donc, il n'y a pas eu l'histoire de Copernic, tout ça. Mais franchement, quand même. C'est de la falsification voulue Non, nous, en tout à cas. des fins. Oui, c'est-à-dire que nous, on n'est pas rentré dans ces discussions-là parce que le chêne, qui est le cartouche du roi dans lequel on écrit son nom, ça représente l'univers. Et au centre, il y a le disque solaire. Donc, il n'y a pas eu de discussion à ce niveau-là. Regardons l'autre image, parce que l'autre image, elle est intéressante aussi. Vous voyez, ce sont des choses qu'on peut voir au niveau de la Guadeloupe. Vous voyez ici, donc le cercle, le premier grand cercle qui est sur la droite, vous avez ce qu'on appelle la constellation d'Orion. D'accord? Ça, c'est l'appellation des Européens anciens. Cette constellation était celle d'Oussiré, qu'on appelait Ça. Et vous voyez, les 3 étoiles du milieu sont les indications stellaires des 3 pyramides du plateau de Gizeh. Donc, tout le monde sait que les monuments de l'Égypte sont situés au sol par rapport à des correspondances stellaires. On n'a pas construit ça au hasard. C'est-à-dire on a reproduit tout simplement l'organisation du ciel sur Terre. Et après, vous avez l'étoile Sirius, Sopédète, d'accord? Donc, tout simplement, qui représente la déesse Acéta. Donc, lorsqu'on vous dit que Oussiré est monté au ciel, vous avez sa constellation au ciel. Et quand on vous dit son épouse, Maria Acéta, est montée au ciel, vous avez sa constellation au ciel à côté de son mari. Donc, le Fils de Dieu et la Fille de Dieu, ben, tous les soirs, ils sont dans le ciel de la Guadeloupe. Hein. Ils passent au-dessus de nos têtes, au-dessus de nos maisons. Vous voyez, c'est ça qu'on cache. On cache que lorsqu'on dit que Jésus est monté au ciel, personne ne peut dire où il est dans le ciel, tandis que nous, quand on dit le Fils de Dieu est monté au ciel, on le voit. Et quand on dit la fille de Dieu est montée au ciel, on la voit aussi. D'accord? Parce qu'au ciel, elle est montée au ciel, mais elle n'a pas disparu, elle ne s'est pas fondue. Donc, vous voyez, les dessins que vous avez en haut sur la gauche, ce sont ces dessins-là qui représentent ces constellations, c'est-à-dire le Fils de Dieu avec la fille de Dieu. Donc, les deux qui sont venus pour guider l'humanité vers le bien. Et Acéta Maria, c'est la déesse de l'agriculture. Vous voyez? Donc, vous voyez que là-dessus, les choses sont claires. Maintenant, si on prend l'autre document, vous voyez, si on prend l'autre document que j'ai amené, je vais vous montrer quelque chose parce que, comme tout le monde fait semblant de ne pas comprendre, on va aider les uns et les autres à réfléchir. Vous voyez la grande ours? Nos ancêtres appellent la grande ours Meseketu. D'accord? Meseketu. Qu'est-ce que ça représente, cette grande ours? Vous voyez que, en fait, c'est une espèce de cuisse de bœuf. Avec des étoiles dessus. Voilà. Nos ancêtres ont considéré que le nord a été l'objet d'un conflit. Vous savez pourquoi le nord? Parce que le soleil ne va pas au nord. C'est-à-dire, si vous êtes dans la forêt, vous cherchez le nord, vous regardez là où il y a la crasse sur un arbre, il y a de l'humus. Eh ben, là où il y a l'humus, c'est le nord. Parce que le soleil ne met pas les pieds, ne passe pas par là. Donc, c'est généralement l'endroit le plus sale. D'accord? Donc, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, le désordre a pris la direction du ciel pour s'installer au ciel, mais on l'a maîtrisé, vaincu au ciel. Donc, vous voyez pourquoi il est attaché à une chaîne? Regardez en bas. Vous avez la déesse de l'hippopotame qui tient cette espèce de bœuf-là, avec donc Hérou, fils d'Oussiré d'Acéta, donc né par conception virginale immaculée conception, qui le maîtrise. Donc, ça veut dire quoi? Là, vous commencez à comprendre l'affaire, puisque tout le monde fait semblant de ne pas avoir compris. La raison pour laquelle nos ancêtres ont considéré le ciel comme la matrice de leur civilisation, c'est qu'ils ont dit que au ciel, Dieu a envoyé ses divinités vaincre le désordre, donc le mal. C'est pour ça que le désordre n'existe pas. Dans le monde stellaire, tout est réglé par des cycles mathématiques avec des durées précises à la seconde et centième de seconde près. Vous voyez, la Terre fait le tour du Soleil en 365 jours, un quart. Si vous ne tenez pas compte d'un quart, vous avez un décalage au bout d'un certain nombre d'années. Donc, comme le désordre n'existe pas, parce que le désordre a été vaincu au nord, et c'est ce que représente la grande ours. La grande ours, pour nous, c'est la victoire du bien sur le mal dans le monde stellaire. Et cet ordre stellaire, nous l'avons reproduit au sol dans l'articulation géométrique et spatio-temporelle au niveau des monuments, avec comme objectif de vaincre le désordre aussi sur Terre. Ça, c'était avant l'arrivée des étrangers. D'accord? Donc,
avec l'objectif de vaincre le désordre sur Terre. Donc, qu'est-ce qui se passe? La raison pour laquelle tout le monde fait semblant de ne pas pouvoir expliquer les constellations, c'est parce qu'ils savent que les constellations sont rattachées à une histoire théologique. Et comme on ne veut pas raconter l'histoire théologique, parce qu'on cache des dossiers, donc on dit non, les dossiers, on ne les comprend pas, on n'arrive pas à les interpréter. Enfin, on vous raconte toutes sortes de choses. Malhonnêteté. Mais il faut savoir que quand on dit le grand livre du ciel, c'est que nos ancêtres ont déchiffré l'ordonnancement stellaire des étoiles, des planètes et des cycles. Et c'est parce qu'ils ont déchiffré ça qu'ils ont pu écrire le premier texte sacré de l'histoire de l'humanité. C'est pour ça que nous avons une spiritualité qui est cosmothéologique. Dans notre spiritualité, la Terre n'est pas créée le premier jour. C'est pas possible, parce que la matière ne peut pas arriver avant l'esprit. Donc il y a d'abord les conditions de la victoire. Parce que la Terre, quand elle a un cycle avec une durée, avec une matérialité, c'est que le désordre a été vaincu. Donc il faut déjà les conditions de la victoire de l'ordre sur le désordre dans le monde visible et invisible. Donc c'est pour ça que notre texte ne peut pas commencer avec une histoire de terre et troisième jour. C'est pas possible. Parce que ça veut dire que là, on a normalisé déjà des choses qui étaient en conflit. Donc les millénaires avant. Donc il faut raconter, et c'est ça un texte sacré. Le texte sacré raconte comment, dans les conditions de l'invisible, l'ordre a vaincu le désordre. Et lorsque les choses sont passées de l'invisible au visible, il n'y a eu que la manifestation de la victoire de l'ordre. C'est ça l'enjeu d'une genèse d'un texte sacré. Ce n'est pas des histoires où Abin, QKL et on repart à zéro. Non. Il faut être sérieux parce que c'est sérieux. Voyez. Donc, en plus, les gens vous racontent des choses. Ils disent, oui, mais monsieur Motunde, l'humanité descend d'Adam et Ève. Je dis, mais soyons sérieux. Adam et Ève, ils ont eu des filles, ils n'ont eu que des garçons. Non. Donc, comment voulez-vous que l'humanité descende d'Adam et Ève s'ils n'ont eu que des garçons? Il y a des points qui ne collent pas trop. Non, mais attendez. On est d'accord qu'ils n'ont pas eu de filles. Ils ont eu qu'un bel... Non, c'est pas ça. Et comment l'humanité fait pour sortir de deux hommes? Donc, vous voyez bien que... On va dépendre de cotes en plus. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a un problème dans ce récit et les gens, ils déconnectent leur cerveau logique pour pouvoir rentrer dans un truc qui n'a ni queue ni tête. Donc, tout ça, c'est important. Maintenant, ce qui est particulier, et si on a encore un peu de temps, c'est-à-dire dans l'ouvrage... On doit conclure. Allez-y. Voilà, très rapidement, je vais prendre peut-être juste une citation. Vous voyez, on vous dit, par exemple, à propos de Thalès, d'accord, cité par Platon, Thalès, Fixe d'Exémas, de Milet, phénicien d'après Hérodote, donc on vous dit que c'est un grec. Mais les Grecs disent qu'il était phénicien, donc phénicien c'est cananéen. Bon, donc cheveux crépus, tresse africaine et compagnie, Lox. Il porta le premier le nom de sage. En effet, il trouva que l'éclipse du soleil provient de ce que la lune lui fait écran. Il fut le premier grec à découvrir la petite ours, les solstices et la taille, ainsi que la nature du ciel. L'eau est le principe des éléments. Il reçut en Égypte l'éducation des prêtres. Bon, voyez? Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas dire que quelqu'un a fait une découverte astronomique s'il n'avait pas de contact avec une génération de prêtres astronomes. C'est-à-dire des gens qui, sur des millénaires, au moins 2000 ans, se passaient la connaissance et l'observation. Voilà, de père en fils, on s'est transmis des observations qu'on a notifiées. Et je vais vous dire une chose pour comprendre les choses, je vais conclure là-dessus. La question, c'est, premièrement, on a eu des instruments d'observation. Je vous ai montré la lunette optique qui remonte à 5000 ans que tout le monde cache. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les anciens avaient des ingénieurs qui ne sortaient que la nuit. C'est-à-dire que les yeux ils ont eu des yeux relativement perçants en acceptant de vivre dans des grandes salles de bibliothèque durant la journée, donc en dessous, de manière à avoir une lumière très faible pour faire en sorte que l'acuité visuelle soit développée à une puissance qu'on ne peut imaginer. Wow. Et quand c'était l'aube, c'est-à-dire quand le soleil commence à se coucher, c'est là qu'ils sortent. Donc ils ont un regard perçant. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer le regard de l'être humain. Si vous êtes resté pendant 10 ans à ne pas voir la lumière du soleil et que vous êtes dans des conditions où vous réduisez au maximum la luminosité pour développer vos facultés visuelles, vous allez voir comment vous allez voir les étoiles, vous allez voir un certain nombre de choses. Vous allez voir ça clairement. Parce qu'on le voit bien. Vous êtes dans la lumière, vous éteignez la lumière, dans l'obscurité, waouh!
Hein, vous êtes dans l'obscurité, vous allumez la lumière, boum, vous avez des difficultés, ça y est. Quand on se réveille le matin, on voit bien qu'on a du mal à... Waouh, le soleil est trop fort, on cache les yeux. Donc imaginez que vous passez 10 ans dans l'obscurité de votre chambre et vous sortez que la nuit. Mais c'est évident que les étoiles, vous allez les voir très clairement. Vous voyez, donc je pense qu'il faut vraiment que sur ce plan-là, que nous comprenions que le savoir, c'est aussi, je dirais, se rapprocher de la puissance de la lumière. Et que toute élévation, je ne parle pas de développement, je parle d'élévation, se produit par la volonté de se rapprocher de la lumière et la connaissance, c'est ce qui permet aussi de le faire. Voilà, donc c'est très important de le rappeler. Merci beaucoup, professeur, pour toutes ces informations encore précieuses. Et il est important, effectivement, de rétablir un peu toute cette histoire qui a été grandement falsifiée. On ne cessera de le dire. Et on attend toujours les procès en diffamation. Zéro procès. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui avaient dit qu'ils allaient appeler. Oui, zéro procès en diffamation. Ça fait 3 ans, hein, zéro procès en diffamation. Donc, non, mais de toute façon, les documents sont là. Donc, Et je le redis encore une fois, j'ai essayé de mettre des personnes en face du professeur. N'ont pas validé. Je ne sais pas de quoi elles ont peur. Je l'ai déjà dit, le professeur Omotunde est très sympathique, mais visiblement pour débattre. Mais même en off, hein, c'est-à-dire... Oui, même en off, c'est compliqué. Pour discuter, non, il n'y a pas de souci. Parce que, de toute façon, moi, les documents, je disais, ce ne sont pas les miens. Ils sont là, ils sont à la disposition des gens, donc c'est quand même important. Voilà, chers téléspectateurs, on se quitte. On se retrouve très prochainement pour un jeudi anthropologie avec notre expert des humanités classiques africaines, Nusere Kalala Omotunde. Passez une bonne soirée sur Canal 10. Bisous, bisous.